Je vais bien, Sean, si tu peux revenir. Ah non, pas Sean, pardon, c'était Lay. Comme juste avant, on a parlé de oh, comment on appelle le mot? Je perds mes mots par rapport à la finance, de la violence financière, ok? Tu en avais parlé. Juste avant toi, Boulsuk avait parlé des enfants qui vont travailler la journée, etc., pour amener l'argent à domicile. J'ai mis ça aussi dans le cadre de violence financière. Toi, tu avais dit que tu as travaillé, il me semble, avec ton père pendant un certain temps et qu'il te revolait cet argent après avoir travaillé, si j'ai bien compris. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai commencé avec mon père. Ah oui, du coup, ma question, c'est est-ce que tu travaillais pour ton père ou tu travaillais dans une boîte où ton père travaillait aussi et Je l'argent que toi, on travaillais. te payait, il le prenait? C'est ça. Je travaillais entre. Mon père, il était toujours. C'est quelqu'un qui est autodidacte et il travaille pour son compte et il travaillait pour des gens. Et ces gens-là lui payaient, mais l'argent qui devait revenir à moi, ben lui, il le prenait. C'était ça. Et même quand j'avais de l'argent, quand j'allais faire mon travail tout seul, que j'allais au restaurant faire de la plonge ou serveur, tout ça, quand j'entrais, ben lui il prenait cet argent. Voilà, c'est ce que disait Boulsuc, la violence financière aussi, en sachant qu'il y a des moments, des parents, ils ne sont pas du tout dans. Est-ce que c'est un profit? Est-ce que c'est. Je me suis posé cette question. Est-ce que c'est une violence ou est-ce que c'est une autorité ou est-ce que c'est quelque chose, un profit? Je me suis toujours posé cette question pourquoi il était dans cet agissement-là en faisant ces choses-là. C'était quoi le but de prendre de l'argent? Parce que moi j'ai des enfants, mais mes enfants ils gagnent tout leur argent, ils gagnent leur argent, mais jamais je leur dis donnez-moi cet argent. Vous voyez? Et c'est ça. En fait, tout à l'heure, ce que le monsieur disait, le donnant ça, par rapport il y a tellement de choses qui ont été dit, mais ce que je veux dire par là, notre l'acte que nous on fait aujourd'hui, on doit être très vigilant et très, on va dire, on doit analyser énormément notre acte autant que parents et autant qu'être adulte, parce que les enfants ou nos enfants, les enfants vont vivre de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils vont plus tard, de ce qu'ils vont être autant qu'adultes. Quel est l'impact qu'ils auront? Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est compliqué d'avoir vraiment un regard précis de notre acte sur la vie de tous les jours, que ce soit les enfants, notre enfant et l'extérieur de la vie de tous les jours. Quand on croise un enfant, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Moi qui ai vécu chez des gens, parce que mon père m'a mis dehors très tôt, et j'étais un enfant de la rue après. Mais moi, j'ai vécu dans des foyers, dans des familles qui me donnaient le coucher de 2, 3 jours ou un jour, 2 jours. Mais je voyais cette violence chez les gens aussi, chez qui j'habitais, chez qui on m'accueillait, qu'on m'hébergeait. Et je voyais, pareil, tout le temps cette violence, soit familiale, soit avec les enfants et tout ça. Et j'ai vu ça pour pas mal d'années, au fait, que j'errais un peu à droite, à gauche, que je demandais que les gens me donnaient de quoi dormir quelque part. Eh ben, j'ai eu une expérience de mon parcours que j'ai vu énormément de choses aussi comme Bulsuc. Je pense que parmi les gens qui sont sur ce panel a eu des expériences assez douloureuses, assez compliquées, des choses qui, des fois on dit c'est pas réel, mais c'est vraiment réel. Et c'est au fil du temps, aujourd'hui, avec tout ce recul que j'ai, c'est vrai que quelle est la chose qu'on peut mettre en place pour la nouvelle génération puisse ne pas être impactée par par les souffrances qu'on a eues, en fait, par toute cette chose qui est vraiment assez douloureux. Comment faire pour que ce soit, quelle est la chose qu'on peut mettre en place?
parce que dans le monde, il y a beaucoup de souffrance, surtout les enfants, hein. Moi, ce que je regarde, c'est beaucoup comme en Haïti, hein. En Haïti, il y a énormément de souffrance quand même, comme au Congo, hein. Il n'y a pas qu'en Haïti, mais il y a le Congo qui a énormément de souffrance, les enfants qui souffrent énormément, que c'est très douloureux. Parce que moi, j'ai des racines congolaises aussi, ce que j'ai appris. Alors voilà, vous voyez, alors moi, c'est ma famille. Et moi, j'ai beaucoup d'amour pour Haïti, moi. J'ai énormément d'amour parce que c'est un peuple vraiment merveilleux. Et c'est vraiment qui sont très forts, hein. Moi, je trouve que le peuple haïtien, c'est un peuple assez conciliant et résistant, hein, à beaucoup de choses. Et c'est vrai que quelle est la j'ai pas vraiment, mais c'est vrai que je me dis comment faire pour faire en sorte que le futur ne soit pas ça, au fait, que le futur soit autrement. Parce que comme Nivelor, elle est pas maman. Là, pour le moment, t'es pas maman, mais tu dis que toi, tu as besoin d'abord d'apprendre d'être maman. On est d'accord? Voilà. Et voilà. Et ma fille, elle a été maman à très tôt. Ma fille, j'ai une fille cadette. À 15 ans, elle était déjà maman. Vous voyez? Parce qu'il y a eu une séparation avec la mère de mes filles qui était extrêmement difficile et elle a perdu tout repère familial, on est d'accord? Et à 15 ans, elle était déjà maman. Ça a eu un bouleversement pour elle énormément parce que elle a énormément souffert. J'ai pas eu, à ce moment-là, j'avais pas de, j'étais pas en position de force parce que c'était très compliqué. Mais ce que je voulais venir par là, c'est que comme ici comme ailleurs, les filles, elles sont très tôt maman et c'est très difficile de pouvoir amener ou accompagner ces filles qui sont très tôt maman. Et parce qu'on n'a pas un mode d'emploi pour être le bon papa ou la bonne ou une super maman, vous voyez. Il n'y a pas un mode d'emploi. Mais c'est vrai que si on a un recul comme Nivelor qui a dit je vais être maman, mais d'abord je voudrais d'abord regarder et apprendre. Et si toute personne, toute fille qui plus tard veut être maman a cette réflexion, a ce réflexe ou cette compréhension de dire je voudrais d'abord comprendre d'abord avant d'être maman, je pense que c'est un début on va dire, de gommage de ces erreurs que chaque génération y font. Vous voyez? Parce que c'est vrai que la société, en même temps, elle nous aide pas plus que ça. Parce que la société, elle essaye de détruire la place de la mère, la place du père. Ils s'entendent de dissoudre, mais vraiment, hein, je vous assure. Il y a pas longtemps, j'ai eu à parler sur ça. C'est que la mère, la femme elle-même, la femme avec un grand F, ils sont en train de dissoudre ça parce que au fil du temps, la femme ne va plus savoir quelle est sa place de femme. Elle ne saura pas si on ne seront pas, on va pas, peut-être on va pas se rendre compte, mais dans le temps, comme le père, comme l'homme, il est en train de perdre sa place d'homme. Il s'entend de faire tout un mélange de choses que chacun de nous, au fil du temps, on ne trouvera pas réellement la direction qu'on doit aller. Quelle est la direction qu'on doit mener? Quel est le rôle réellement qu'on doit faire? Parce qu'aujourd'hui, on sait plus qui est maman, qui est papa. Parce que il y a trop de choses qui a été mélangées et qui a été vraiment pour défaire ça. Et dans le noyau familial, quand aujourd'hui on regarde une personne qui est en couple, on voit bien que dans le noyau familial, il y a quand même un mal-être d'une souffrance que des fois le mari le dit pas, des fois c'est la femme qui le dit pas, mais ils vivent mais ces souffrances parce que on se rend plus compte parce qu'on n'a pas, on ne sait plus comment faire, même avec nos enfants, on ne sait plus faire. Alors, il y a tout ça qui rentre en compte et ça devient difficile. Ça devient très difficile. Mais est-ce que nous, on va prendre le temps de comprendre ça pour pouvoir agir plus tard ou transmettre ça à nos enfants?
parce que c'est important. Sans avoir cette vraie direction de la femme et de l'homme, eh ben, il y aura toujours cette complication si on s'engage à avoir des enfants et savoir élever nos enfants d'une manière qui est un peu plus serein, qui n'a pas ce mode de ce que nous on a vécu, comme nous tous sur ce panel ont eu une enfance très difficile. Hein. Moi, l'école, par exemple, je vais vous donner l'école. Moi, j'étais à l'école, la maîtresse, déjà avec mon père, j'ai eu à être tapé. Le peu que j'allais à l'école, la maîtresse, elle faisait que me taper. J'ai connu, moi, mon enfance de l'école, le peu que j'ai connu, c'était que la violence. Hein. Moi, la maîtresse, elle arrêtait pas de me taper, elle me tirait les oreilles, elle me mettait au coin. Moi, de l'école, j'ai connu, de ce que je me souviens de l'école, j'ai pas eu des belles choses. Hein. Alors, c'est pour ça que si on n'a pas des parents derrière, moi, j'ai mes filles. Je suis content parce que voilà, moi qui ne savais pas ce que ça veut dire une réunion familiale, moi je quitte mon travail, je demande à être absent parce que je dois aller réunion famille pour l'école de mes enfants. Maintenant je sais ce que c'est parce qu'à l'époque je ne savais pas, je n'ai jamais connu. Alors voilà, c'est des choses nouvelles pour moi, mais qui me permet vraiment de comprendre tout ça. Ces démarches quand nous on n'a pas connu, on ne peut pas comprendre le reste. Alors c'est compliqué. Pour certaines personnes, c'est très compliqué. Voilà. Merci, Lei. Je pense que donnant, tu commences un peu à comprendre ce que nous faisons, ce qu'on essaie de faire, où nous en sommes. Et les personnes en commentaire, encore merci à vous parce que vous maintenez le live animé. Je vois tout ce que vous écrivez et tout, donc merci à vous. Je reviens sur Boussuk, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, puisque c'est toi qui est à l'honneur notre invité du jour sur ce sujet-là, puisque donnant Boussuk, c'est un frère haïtien qui est activiste sur le terrain, qui intervient énormément auprès des personnes qui sont en situation de fragilité, on peut dire ça comme ça, et c'est lui aujourd'hui qui nous apporte un peu ses lumières sur la situation chez nous. La dernière fois qu'on avait parlé, Boulsuc, tu m'avais parlé des enfants au Chili, des enfants haïtiens au Chili, que tu accompagnais. Et là, on allait qui est en Guyane, moi je suis en France. L'effet que le problème n'est pas que sur le sol haïtien. Peux-tu nous faire un petit rappel comment ça se passait avec les enfants haïtiens? Et ce que je vous présente là, ça, c'est déjà bon. J'ai commencé, j'ai pas fini, mais on va finir ça ensemble. C'est les procédures que moi j'entamais et dans ma démarche de réinsertion. Dans un premier temps, on commence déjà le sujet. On sait déjà que c'est les restes avec, ok? Donc, comment moi, on procédait dans mon organisation, déjà, on identifie à travers un planogram to solution. Ça veut dire que on essaie d'établir un programme qui nous permet de trouver des solutions pour les enfants restés avec. La première démarche, c'est l'identification. Lorsque je parle d'identification, c'est pas tous les enfants qu'on retrouve dans des familles qui sont des enfants restés avec formels. Il y a des enfants qui travaillent, mais bien entendu des enfants ou des personnes qui travaillent avec des gens qui sont traités comme des restés avec, mais qui ont un salaire. Donc, cela, on peut pas les qualifier directement de restés avec. C'est-à-dire, c'est des enfants qui sont payés, mais vraiment sous-payés. C'est une forme d'esclavage moderne, mais qui sont vraiment sous-payés, mais ils ont quand même quelque chose en retour. OK? Donc, il faut vraiment pouvoir procéder par une démarche d'identification, comme je l'ai mentionné ici, OK, pour savoir si ce sont des restes avec ou si ce sont si des salariés, c'est-à-dire des gens qui reçoivent un minimum de salaire, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, à travers ce travail d'identification, si on sait déjà que c'est un enfant resté avec, donc on va procéder à une investigation. Donc, dans l'investigation, ça comprend plusieurs démarches. La première démarche, c'est de recruter les informations, donc collecte d'informations, OK? On parle par collecte d'informations. Et à travers les collectes d'informations, on va savoir exactement d'où on va établir une fiche technique. OK? Fiche technique qui permet d'avoir des informations sur la personne ou sur l'enfant.
À travers la fiche technique, ça va nous donner une historique de l'enfant ou de la personne, disons. Donc, cette fiche technique-là va nous servir non seulement de collecte d'informations, mais aussi d'archives et qu'on va pouvoir comparer à d'autres réinsérés à l'avenir pour savoir quelle région, parce qu'on fait ça non seulement un travail de topographie, de localisation, mais aussi de savoir quel secteur ou quelle région du pays produisent beaucoup plus d'enfants restés avec et dans quelles conditions. Donc ça, tout cela se situe dans le cadre des investigations. Donc on fait la localisation et collecte d'informations et puis on établit une fiche technique. Ces fiches techniques-là, ce sont les informations personnelles de ces personnes-là et qui nous ramènent un petit peu à l'historique. D'où viennent-ils, de quelle région, dans quelle famille, des noms de famille et des conditions de vie de ces familles-là, combien d'enfants, toutes ces histoires-là. À partir de ce moment-là, après les recrutements d'informations ou d'investigations, on procède par les réinsertions. La réinsertion pour elle-même, pour sa part, comprend aussi plusieurs étapes. Donc, identification de la famille à travers leurs conditions de vie, et puis on procède à ce qu'on appelle un AGR. L'AGR, c'est les activités génératrices de revenus. Donc, on va pas seulement se contenter de ramener les enfants en domesticité, de les ramener dans leur foyer original, mais aussi on va les accompagner. Ça, c'est dans le cadre de l'assistance sociale ou d'une institution qui décide d'établir un programme de réinsertion, parce que la plupart du temps, les raisons fondamentales pour lesquelles ces enfants-là sont donnés en reste avec, c'est par des conditions économiques, tout comme on en a parlé tout à l'heure, c'est il y avait le mot qu'on avait mentionné, violence financière. OK? Et donc, maintenant, pour faciliter cette réinsertion, parce qu'un parent qui donne son enfant en reste avec, il ne va pas dire qu'il donne son enfant en reste avec, il va simplement dire qu'il donne son enfant pour qu'on l'aide. C'est parce que déjà le parent n'est pas en mesure de répondre aux conditions économique pour assister son enfant, l'envoyer à l'école et nourrir son enfant. Donc, on procède dans la réinsertion à des activités génératrices de revenus. Ça veut dire que on commence par interroger ou peut-être investiguer auprès de la famille et des gens de l'environnement quelles sont les activités de la zone qui pourraient être génératrices de revenus. C'est-à-dire quel genre de petit business que le parent pourrait faire pour pouvoir répondre aux besoins de sa famille. Donc, ça peut être une boulangerie, ça peut être quoi que ce soit qui pourrait faciliter aux parents de rentrer de l'argent et cet argent-là va certainement faciliter l'écolage. On va aussi, là, on parle d'institutions qui pourraient aussi assister l'enfant dans l'écolage, c'est-à-dire dans l'éducation. OK? On parle d'éducation. Donc, on procède non seulement à des activités AGR, donc activités génératrices de revenus, mais aussi à l'assistance de l'enfant pour l'éducation. À partir de ce moment-là, on arrive en gros dans un cadre, comment dire, plutôt final, mais aussi il y a un troisième aspect. C'est investigation. On parle d'investigation après. Investigation après réinsertion. Investigation après réinsertion, ça s'étend sur un intervalle de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Pourquoi? C'est parce que on a pu, dans les procédures de réinsertion que j'ai fait peut-être dans les années 2012, à peu près 2012, si je me rappelle, on a pu retrouver des enfants qui ont été réinsérés, on les a encore retrouvés à la capitale. Je ne sais pas si vous comprenez. Des enfants que on a identifiés, on a investigué sur ces enfants-là auprès de leur famille, on les a réinsérés dans leur famille,
Et puis, quelques mois plus tard, ou peut-être une année plus tard, on retrouve ces mêmes enfants-là à la capitale, dans les mêmes conditions. Pourquoi? C'est parce que ces enfants-là ont encore été redonnés à ces personnes ou à d'autres personnes, encore pour de l'argent. C'est pour ça que, après les AGR et puis assistance pour l'éducation, c'est pour ça qu'on procède à des investigations. On retourne sur le terrain encore. Quelques mois plus tard, on fait dans un premier temps pour vérifier effectivement si l'argent donné, la plupart du temps, on donne de l'argent ou on achète des équipements pour faciliter à la famille d'entreprendre un business. Donc, si on donne de l'argent ou on donne des équipements, donc il faudra qu'on s'assure que ces équipements-là ou cet argent-là est utilisé à bon escient. Et si on paie les collages, la plupart du temps, on fait peut-être pour 6 mois ou une année entière, donc il faut qu'on s'assure que cet argent-là a servi à quelque chose pour l'éducation de ces enfants-là. Donc, 3 mois plus tard, on retourne sur le terrain. 3 mois plus tard, on retourne sur le terrain. On va à l'école qui a été où l'enfant a été accepté pour vérifier les collages de l'enfant, si l'enfant continue à venir à l'école, et peut-être même, dans certains cas, procéder à ce qu'on appelle des cantines scolaires, payer des cantines scolaires pour l'enfant et payer les collages pour l'enfant. On va sur le terrain 3 mois plus tard pour vérifier si tout ceci a été bien fait. Et puis, après 3 mois, 3 mois encore, donc ça, au bout de 6 mois, on retourne encore une deuxième fois sur le terrain pour vérifier si tout ceci a été fait. Donc, dans le cas où ça continue comme prévu, donc on peut toujours assister peut-être une année ou deux cet enfant-là. Dans le cas où ça a été rompu, on retrouve l'enfant à Port-au-Prince. À partir de ce moment-là, on coupe toute aide. OK? Mais la plupart du temps, on retrouve ces enfants-là encore retournés sur le terrain parce que ces parents-là veulent encore beaucoup plus d'argent ou, comme moi je l'ai fait une fois à titre personnel, j'ai assisté une dame qui avait déjà 6 enfants. Je l'ai assisté avec 2 enfants, écolage et puis cantine scolaire. Et j'ai demandé à la dame de me faire une promesse qu'elle n'aura pas encore d'autres enfants. Comme j'étais à l'étranger, quand je suis retourné au pays encore après 1 an, l'enfant avait déjà un autre enfant. En fait, la dame avait déjà un autre enfant. Ça veut dire, ça lui en a fait 7 enfants. OK. Je me suis dit que je vais continuer avec les 2, avec la promesse qu'elle n'en aura pas d'autres. Quand je suis encore retourné au pays, elle en avait 2 autres. Donc, ça lui en a fait 9. Donc, j'ai tout coupé. Voilà. Donc, il y a ce travail de sensibilisation qui est fondamental chez la personne avec qui on travaille. Il ne suffit pas simplement de procéder aux réinsertions, mais il est important d'assister la personne aussi à travers les AGR, l'éducation et puis bien entendu un travail psychologique. Un travail psychologique parce que c'est fondamental. Si la personne ne comprend pas pourquoi on fait ça, la personne va continuer à reproduire et régénérer ce système. Et donc, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions et peut-être même il y a d'autres détails dans lesquels on pourrait rentrer et puis débattre un petit peu plus sur le sujet. Voilà. Intéressant. Excellent, ouais, excellent. Merci comme d'habitude, Boulsuc. Est-ce que vous avez des questions? Comme Donante, j'ai vu que tu avais activé ton micro, on t'écoute. Oui, avant de parler, je voulais présenter mes excuses ou bien ma compassion pour Lai, et je ne sais pas si c'est Lai ou celui qui a parlé après, non pour le victimiser ou autre, mais parce que sur le point psychologique, il faut comprendre que il y a des choses qui nous arrivent et qu'on soit homme, femme ou autre, il faut en parler pour pouvoir trouver un équilibre. Concernant le sujet, ce que tu as exposé tout à l'heure, c'est intéressant le travail que tu fais. Seulement, je voudrais te demander, je sais d'où le problème est parce que je suis sûr que vous aviez parlé des causes, des conséquences
Et aussi, là, on est en train de toucher un peu les solutions. Donc, pour les solutions, je voudrais savoir, est-ce que tu le fais de manière bénévole ou bien tu le fais dans une association? Si oui, comment tu as les financements? Comment tu le fais exactement? Je suis un peu intéressé à ce volet-là. C'est à moi la question? Oui, Ok. Dans un premier temps, c'est un travail que je faisais de manière bénévolat parce que j'avais les moyens pour. Et bien entendu, j'étais pas le seul à posséder de la sorte. Donc, je voulais que ça ait des impacts beaucoup plus prépondérants. Donc, je me suis mis avec d'autres collègues et des amis au pays, parce qu'à ce moment-là, je vivais encore au pays, qui étaient intéressés et tout aussi sensibilisés par la situation des enfants en domesticité et plus particulièrement des enfants des rues chez nous. Donc, ça, c'était peut-être dans les années 2000, autour des années 2000. Donc, c'est quelque chose de vraiment reculé dans le temps. Donc, après, ayant remarqué qu'il y a beaucoup de demandes, on a essayé de retrouver des organisations, des ONG à l'échelle nationale et internationale pour nous assister. Donc, puisque moi, dans ma démarche, j'ai été embauché dans une organisation internationale, bon, je vais pas mentionner ici, et qui m'a embauché pour faire exactement le même travail parce qu'ils ont compris à travers mes expériences que je pourrais bien être utile en termes de recrutement, d'identification et d'investigation. Donc, à partir de ce moment, ça m'a encore facilité la tâche à partir avec mon salaire et puis d'autres collègues qui sont intéressés, on est intervenu sur le terrain directement. Mais pendant 3 ans, j'ai travaillé de manière formelle pour une organisation assez connue à l'échelle internationale et nationale pour effectuer ce travail. Et c'est exactement dans ce contexte, dans ce cadre-là, que j'ai pu aller sur le terrain et voyager dans tous les recoins, les provinces d'Haïti et pendant plusieurs mois et rester même certaines fois et pour mener mes investigations et faire des recherches. On a travaillé en collaboration aussi avec les brigades de protection mineure qui nous ont facilité la tâche là où il y a il y a eu des embûches et de risques, des choses comme ça, parce que c'est une question d'argent. Donc, c'est un business, comme je peux vous le dire. Donc, ça m'a permis aussi, ça m'a facilité la tâche aussi de continuer mon travail. Donc, dans les deux cas, on a travaillé ou avec des organisations internationales et nationales, et puis au fil des années, en voyageant, en étant à l'étranger, j'ai pu établir une organisation moi-même. Actuellement, là, je travaille pas en harmonie, en collaboration, comme assistant et porte-parole d'une organisation internationale pour le bénévolat et le développement et l'assistance des enfants en Haïti. On a Combit Laouzé, l'organisation avec laquelle j'ai travaillé en Haïti, et pour le présent moment, on a Children of Light, une autre organisation humanitaire aussi qui fait exactement le même travail en Haïti. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta oui, question. oui, oui, très intéressant. Merci. Je laisse la parole. C'est intéressant. Voilà. Alors, moi, ma question, c'est, étant donné la situation Haïti, voilà, depuis quelques temps, toi, tu ne peux plus voyager, hein, si j'ai bien compris, à Haïti. Comment ces associations-là font pour intervenir, faire toutes les étapes que tu as dit? Pour les personnes qui arrivent, alors, je vais essayer de... J'ai noté hein, pendant que tu parlais. Dans un premier temps, tu nous as parlé de vérification, donc pour être sûr que l'enfant est oui ou non resté avec et ce n'est pas un enfant qui travaille en échange d'une petite somme. Il y a une partie d'investigation, collecte des infos, etc. sur ces enfants-là. Après, il y a la partie insertion. Est-ce qu'il faut, c'est de la formation? Est-ce qu'il faut l'envoyer à l'école? Est-ce qu'il faut le trouver en travail, etc. Et 3 mois après, il y a un check qui se fait pour voir si l'enfant est resté dans le processus dans lequel vous l'avez accompagné.
Si ça continue dans le processus, vous continuez avec la famille et l'enfant. 6 mois après, vous recontinuez encore le check. Et que le constat que vous avez fait, c'est que souvent, il y a une interruption. Du coup, cet enfant retourne encore dans la rue. Du coup, là, ben, vous arrêtez le suivi, le suivi en fait, ce qui a été mis en place. Et si vous vous rendez compte que l'enfant est toujours dans le processus, l'enfant va toujours à l'école ou suit toujours une formation, vous continuez avec l'enfant. C'est ce que j'ai compris. Tout à Aujourd'hui, fait. vu la situation Haïti, vérification d'informations, je pense que ça va être compliqué. Investigation, encore plus compliqué. Comment la sauce travaille aujourd'hui? Parce que, est-ce que les zones où vous étiez, la dernière fois tu m'avais parlé qu'il y a des zones qui n'y a plus du tout accès, est-ce que l'association a dû se déplacer et continuer à peut-être accompagner d'autres enfants dans d'autres zones parce que là où ils étaient avant, c'est plus possible? Comment ça se passe aujourd'hui? Je sais pas si tu comprends ma question. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, tout comme tu l'as si bien mentionné, maintenant c'est quasiment, bon, je pourrais pas dire impossible, c'est très difficile de voyager en Haïti. Mais moi, je suis à l'étranger, mais je ne suis pas la seule personne à travailler dans ce sens-là. On a aussi d'autres confrères et consoeurs qui sont sur les terrains, qui sont encore au pays, avec qui on avait travaillé et qui continuent dans un certain sens le travail qu'on avait commencé. Au niveau de Port-au-Prince, bien sûr, c'est quasiment inerte parce que bon, on va pas exposer la vie de nos collaborateurs et certains de ces enfants-là et la plupart d'entre eux ont été délogés de force par rapport à la situation politique en Haïti. Donc, la plupart de ces enfants-là, on n'a quasiment plus d'informations d'eux puisqu'ils sont en déplacement, qu'ils sont délogés. Mais on n'a pas seulement travaillé à Port-au-Prince, on a été dans le sud-est aussi, et là où on a établi des activités de cantine scolaire et en identifiant certaines écoles qui ont besoin, qui étaient dans une situation nécessiteuse. Donc, on les a assistés pour des cantines scolaires et certains enfants, bien entendu, aussi ont été assistés pour des activités scolaires et bien entendu des activités artistiques en termes d'éducation et de culture. Moi, personnellement, je suis plasticien, peintre, sculpteur et céramiste. Donc, j'ai travaillé pendant près de 3 ans de manière bénévole avec des enfants dans l'artisanat, dans la peinture et le dessin et puis la sculpture. Et tout ça nous a facilité aussi de recruter d'autres personnes. Mais en termes d'assistance pour être sur le terrain, là, moi, personnellement, je ne suis plus sur le terrain. J'essaie de travailler, de garder le contact avec d'autres collaborateurs qui sont capables de se déplacer, mais ceux qui sont à Port-au-Prince, on ne peut plus rien faire maintenant. On attend bien entendu que la vie renaît de nouveau à Port-au-Prince. Bon, pour l'instant, on essaie de se concentrer dans certaines villes de province pour pouvoir continuer le travail que nous sommes en train d'effectuer. Voilà, mais pour l'instant, à Port-au-Prince, c'est quasiment inerte, donc ce n'est que sur les provinces qu'on continue à assister. Voilà. Ok, merci pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Boulsu qu'on continue à développer sur le sujet hein, des enfants restés avec? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou même en commentaire, hein, n'hésitez pas, je vois pas de questions en commentaire, mais si vous en avez, écrivez-les, ou voilà, ou comme ça, on pourra essayer de vous répondre au mieux. Sean, je sais pas si tu es là, Lei aussi. Non, je suis là, j'écoute, c'est très intéressant, mais pas de questions en particulier. Je reste attentif. En fait, ce qui est important est comme idée sur laquelle on doit vraiment porter accent, c'est le travail continuel qu'il faut faire au niveau de ce phénomène de reste avec. Si on s'engage vraiment à apporter des solutions et ça doit être quelque chose à long terme.
C'est pas quelque chose qu'on commence et puis qu'on s'arrête en cours de route. Ou ce qui pose vraiment embûche, c'est de ne pas pouvoir continuer avec ceux avec qui on avait commencé à travailler. Voyez-vous? Donc, c'est la raison pour laquelle on a ciblé ce secteur-là des enfants pour pouvoir casser et briser le pont du phénomène de rester avec, parce que ça va peut-être permettre, là encore l'enjeu du long terme, parce que ceci, c'est des enfants, des adultes, c'est déjà quelque chose qu'on ne peut plus, on peut pas vraiment faire grand chose avec des adultes. OK? Parce que ce sont des gens qui sont déjà en situation émotionnellement difficile. Donc, seulement au niveau des assistances médicales, quand je parle d'assistance médicale avec des psychologues, des psychiatres, des conseillers sociaux qui pourraient vraiment faire quelque chose, ce qui ne relève pas de notre domaine. Donc, on est beaucoup plus concentré au niveau des enfants pour pouvoir rééduquer et réorienter l'éducation émotionnelle de façon à créer une nouvelle catégorie de personnes et rompre avec cette ancienne tradition de rester avec. Donc, étant donné que le problème est endémique, c'est un problème plutôt général au niveau du pays, je parle d'Haïti. Donc là maintenant, c'est pas aussi évident qu'on puisse cerner sur le plan global la problématique, si ce n'est que faire exactement ce qui est à notre portée. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est un problème général parce que ça ne se situe pas seulement au niveau d'Haïti, mais comme l'a dit un frère tout à l'heure, c'est quasiment dans toute la communauté noire en général. Donc, on essaie de cibler, de cerner ce qu'on peut faire et de travailler avec et de façon, avec le peu, si on arrive à peut-être orienter et encadrer une dizaine ou bien une vingtaine de jeunes. Donc, je pense que à l'avenir, dans un intervalle de peut-être 10 ou 20 ans, ça va recréer une autre catégorie de personnes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Il y a une question en bas. Il y a Ticola qui te demande est-ce que l'État haïtien accompagne l'association à leur manière ou pas du tout voilà, ou est-ce qu'ils font rien comme d'hab? Bon, ce qui arrive, c'est que au moment où j'entreprenais ce genre d'activité, il y avait très peu d'assistance auprès du gouvernement ou bien de l'État haïtien. Si ce n'est seulement à travers une brigade de protection pour les mineurs qui existe jusqu'à présent, mais un petit peu boiteux en Haïti. C'est à l'intérieur même de la police nationale, il y a le BPM, Brigade de protection mineure. Je pense que c'est une institution qui existe jusqu'à présent, mais qui ne couvre pas vraiment tous les territoires. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits du pays que ces brigades-là ne couvrent pas. Ça intervient tout simplement lorsque nous faisons appel à eux et pour pouvoir nous protéger dans le cadre de nos investigations, parce qu'on a dû certainement investiguer aussi et travailler undercover. De sorte à pouvoir recruter les informations substantielles et nous permettre de retracer les éventuels entrepreneurs ou bien businessmen. Parce qu'à un certain moment, on était face à des menaces des menaces parce qu'on faisait un travail de démantèlement. À un certain moment, on a dû démanteler tout un réseau de personnes qui faisaient le commerce, qui allaient un petit peu partout dans la province et recrutaient. Il y avait même une fausse organisation d'orphelinat qui était sous l'ombre d'une personne, d'un étranger, qui proposait jusqu'à 15 000 $ sur chaque 20 enfants recrutés. Alors que au niveau de l'État, cet orphelinat-là n'a jamais existé. Ça n'a jamais été enregistré. Donc, on a dû investiguer, faire des montages de façon à pouvoir recruter et investiguer sur ces personnes-là et faire appel aux brigades de protection mineure d'intervenir directement, immédiatement et en identifiant ces personnes-là. Orphelinat installé sur le sol, qui fait des actions sur le terrain.
mais qui Voilà, et n'est qui pas, achètent des enfants. et qui n'est pas reconnu légalement et qui achète des enfants. Voilà, c'est ça. Ces Les enfants qu'ils personnes-là achètent, offrent. ce sont des enfants pour tout ce qui est trafic d'organes ou c'est des enfants qu'ils vont utiliser pour après revendre à d'autres familles qui cherchent des enfants Non, pour des enfants pour vendre à l'étranger. pour de l'adoption. Entre parenthèses. Est-ce que tu peux m'éclaircir sur ce point-là? La dernière fois, une personne m'avait dit que les adoptions en Haïti sont interdites. Depuis un Et certain temps, on ne peut plus adopter d'enfants en Haïti. oui, Comment effectivement. Oui, parce que après le démantèlement de ces réseaux-là, parce que c'est assez compliqué parce que ça a une ramification très politique aussi et c'est d'où le risque auquel on était exposé. On s'est rendu compte que c'est un gros business. C'est un gros business jusqu'à présent maintenant et c'est peut-être encore pire par rapport au manque de contrôle, aux déstabilisations politiques qu'il y a en Haïti. Mais effectivement, en identifiant certaines personnes, 4 ou 5 d'entre elles qui faisaient exactement ce travail-là, ça nous a permis de remonter à tout un réseau de fausses organisations d'orphelinat qui n'ont jamais existé auprès du gouvernement ou de l'État haïtien, c'est-à-dire qui n'ont pas de nom. Et la plupart du temps, moi, j'ai été sur les lieux à voir ce qu'on appelle un orphelinat. C'est comme une sorte de caloge chez nous qui entassait peut-être des dizaines d'enfants, comme on faisait dans même pas dans les prisons, Mais comme on faisait c'est plus un camp de concentration en fait que. Exactement. On entassait des dizaines d'enfants peut-être dans 2 ou 3 petites pièces. Et puis, on leur donnait à manger en attendant que on recrute l'effectif réclamé par l'acheteur et puis passer la marchandise, tu vois. Donc, c'était vraiment assez risqué pour nous parce que c'est tout un réseau de business assez alléchant pour ces personnes-là. Ouais, All right, ok. Ouh, bah, ils ont pile. C'est vrai que c'est pas étonnant que on remarque des choses comme ça parce que lorsqu'on n'a pas une société ou un État organisé, on court à tous les dérives. On court à tous les dérives et concernant Haïti que je connais un peu grâce à JFA et autres, c'est normal que ça se passe de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est que de continuer à travailler en espérant que nous puissions à un moment donné prendre possession de nous-mêmes, parce que c'est le vrai problème d'Haïti, c'est aussi ça, c'est que l'État ne se gère pas, mais on le gère pour atteindre des objectifs. Donc, c'est assez délicat quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je travaille avec des enfants aussi, dans le cadre d'une association, et je connais un peu tous ces problèmes-là. Aussi, j'ai des enfants, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le truc. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous préparez des trucs de mobilisation? Je ne sais pas trop. Vous êtes dans quel pays? Et vous-même? Et oui. Pour l'instant, comme je l'ai dit tantôt, on fait avec ce qu'on a. Les moyens sont très limités. On est en train de rechercher des ressources financières au niveau international et on collecte entre nous aussi. C'est ce qui nous a permis d'intervenir à plusieurs reprises et surtout au cours de ces 3 dernières années et d'intervenir au niveau de l'écolage, de l'assistance scolaire en Haïti. On a pu collecter entre nous les membres de Children of Light. Nous avons un website qui est en phase d'élaboration, Children of Light
Inc. que vous pouvez aller vérifier, mais qui est aussi, comme je vous l'ai dit, en phase d'élaboration et qui va exposer les travaux qu'on a déjà effectués auprès de certaines écoles et d'autres organisations au niveau du pays. Et ce qui est très difficile parce que les voyages en Haïti, c'est assez difficile là maintenant, pour ne pas dire impossible. Et on s'en fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire entre nous. On collecte de l'argent entre nous à l'étranger et puis on contacte des amis et d'autres organisations qui peuvent nous assister à investir dans l'écolage parce que on prévoit aussi d'intervenir au niveau sanitaire, des cliniques mobiles et des cliniques à l'étranger. Alors, en province, dans les provinces, on cible surtout les régions avoisinant de Port-au-Prince parce que les activités au cœur de Port-au-Prince sont ralenties peut-être jusqu'à peut-être 90%. Voyez-vous? Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être trouver d'autres collaborateurs, d'autres personnes qui peuvent nous soutenir en termes d'aide technique, finance et en termes d'idées et puis de consulting aussi. Mais on travaille d'arrache-pied. L'année dernière encore, on a fait un travail de kits scolaires dans 2 écoles au niveau de Port-au-Prince. Donc là, cette année, c'est plus difficile parce que, encore une fois, par rapport à la situation sociopolitique au pays. Donc, on envisage pour 2025 d'intervenir dans une province ou deux d'Haïti et de continuer avec le même travail à partir des collectes de fonds qu'on aurait fait entre nous et bien entendu d'autres organisations qui nous auront assistés. Voilà. Oui, nous avons un webpage. Vous allez sur Children of Light Inc. Children of Light Inc. Et vous pourrez aussi me contacter en privé et je pourrai vous donner les références et les informations où vous pourrez aller vérifier les travaux que nous avons effectués. C'est pour Nakaba, la réponse. D'accord. Bon, c'est vrai que on n'a pas encore formé de grands lobbies dans la communauté, mais on essaie quand même d'exhorter les gens à mettre en place des lobbies. Moi, je vais vous écrire aussi en inbox pour donner une participation. C'est intéressant donnant parce que l'année dernière, j'ai été sur Paris juste dans ce cadre-là pour pouvoir établir des collaborations avec d'autres confrères et consoeurs au niveau de Paris. Et j'ai pu rencontrer 2 ou 3 personnes qui partagent mon idée, qui partagent le travail que nous sommes en train d'effectuer. Donc, on essaie d'établir des collaborations avec des amis, des confrères au niveau de Paris aussi. On a aussi un réseau à Montréal qui travaille avec nous aussi. Donc, c'est intéressant ta proposition. Je pense que le travail de lobby est vraiment fondamental. Ça va effectivement nous faciliter la tâche en termes de consulting et d'assistance à tous les niveaux. C'est intéressant de faire un travail de lobby de façon à pouvoir permettre aux gens de connaître le travail, de comprendre le travail que nous faisons. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi nous permettre d'entrer en contact avec d'autres institutions et d'autres confrères qui font exactement le travail que nous faisons, même lorsque c'est au niveau de leur territoire, d'autres pays ou en Afrique. Mais leurs informations, leurs procédés de travail va aussi nous faciliter la tâche. C'est intéressant. Je t'en remercie énormément. Et je pense que c'est une idée sur laquelle on devra aussi persévérer et travailler. Donc, faut m'écrire en inbox. Moi, À coup sûr. Je crois que c'est Sean Favonai qui l'a bien mentionné. Si l'enfant n'a pas d'état civil, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais malheureusement, et même lorsque l'enfant n'a pas d'état civil, c'est-à-dire pas de acte de naissance, on peut pas traverser l'aéroport avec un enfant sans documentation. Et toujours dans ce contexte-là, on avait
euh, une organisation en République dominicaine parce que c'est l'un des ponts les plus fréquents pour traverser avec des enfants en République dominicaine, pour aller travailler dans la bataille, dans les champs de canne et peut-être quand même aller plus loin encore, faire des activités de commerce d'organes. Donc, on avait à ce moment-là une autre institution dominicaine basée en République dominicaine qui travaillait en collaboration avec nous aussi, qui nous donnait des informations sur des enfants haïtiens qui traversent la frontière ou qui sont en République dominicaine en situation irrégulière. Et donc, ça nous a aussi donné un grand pont en avant pour recruter les enfants et cibler aussi les vecteurs qui faisaient ce travail de commerce aussi avec nos enfants. Mais bien sûr, même des abus sur les enfants. Voilà, des abus sexuels, effectivement, tout comme tu le mentionnes aussi bien, Sean Favonide. Donc, oui, il y a énormément de travail à faire et si on veut vraiment toucher la plaie du doigt, c'est surtout, moi, je pense que pour dépister, délocaliser et bannir ce travail cette activité de rester avec, je pense que c'est fondamental de commencer par les enfants. Pour moi, c'est un secteur qui me tient beaucoup à cœur. J'ai travaillé pendant des années avec les enfants. Et que ça soit au niveau des orphelinats, que ça soit au niveau artistique et culturel, et ça a donné des résultats assez remarquables, assez extraordinaires. Donc, je pense que c'est une façon aussi de les désorienter des groupes de gangs. Si on peut vraiment les assister et les rattraper, les récupérer par le bas, c'est-à-dire en âge de puberté, et de les réorienter vers l'éducation, vers la scolarisation, vers la formation, surtout à travers les travaux manuels. Je faisais des travaux d'artisanat avec des enfants et comme on procédait dans le temps, alors quand je parle vraiment dans le temps, on faisait des travaux, un travail d'artisanat avec les enfants en céramique, en porcelaine, en poterie. Et puis ces travaux-là qui sont, je les termine, c'est-à-dire je prends des enfants, on fait un petit atelier de travail et d'artisanat. Et puis, moi, je fais un dernier travail de retouchement, de finitude. Et puis, on organise un grand foire, une exposition. Et puis, on vend les travaux réalisés par ces enfants-là. Et ces travaux-là qui sont vendus. Et cet argent-là est encore réinséré et dans les activités pour financer les collages et l'atelier de formation de ces enfants-là. Donc, étant donné que là maintenant je suis en terre étrangère, je planifie d'utiliser mon travail, ma peinture, mon artisanat et pour mettre au service de cette organisation-là et revendre. Donc, quand j'aurai élaborer vraiment le programme et mettre ça en exécution, je pourrais toujours faire un live et coordonner avec Nivelo et puis Donna, bien entendu, et voir comment on pourrait faciliter cet échange-là et de façon à financer les activités d'assistance aux enfants que je suis en train d'effectuer. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, Lay. Boulsuk, j'ai une question pour toi concernant l'histoire de la vente des enfants qui se passe actuellement en Haïti. Je voulais savoir parce que est-ce que les parents ils sont sensibilisés? Il y a eu des démarches par rapport à ça, de ne pas accepter de vendre leurs enfants ou de ne pas accepter que leurs enfants soient vendus pour pour de l'argent ou des choses comme ça ou pas? Est-ce qu'il y a eu une démarche à ce niveau-là? Alors, laisse-moi te dire que les parents ne savent même pas. Les parents ne sont même pas au courant.
Et si on remonte un petit peu dans les zones les plus reculées du pays, dans les provinces, dans les mondes, comme on dit, euh, ces individus-là qui procédaient à cette démarche-là, ils faisaient des promesses, de fausses promesses à ces parents-là, mais les parents sont quasiment pas au courant. Ils viennent, ils arrivent dans les zones les plus reculées, là où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, et problèmes d'eau potable, problèmes d'électricité, problèmes sanitaires, problèmes de logement, tout ça. Donc, ils profitent de la vulnérabilité économique et financière de ces gens-là et pouvoir de sorte à abuser d'eux et les extorquer leurs enfants. Donc, les informations que ces gens-là donnent aux parents sont de fausses informations. Comme quoi, je vais assister avec tes enfants. Si tu as 5, 6, 7 enfants, tu peux me donner un de tes enfants. On ramène cet enfant-là à Port-au-Prince. L'enfant va être logé, habillé, aller à l'école et voilà. Mais le parent, lui, il se sent, comment dire, un petit peu favorisé par tout ça. En plus de ça, que la personne propose peut-être $2,000 haïtiens, ça fait peut-être 10 000 gouttes. OK, un parent qui n'a jamais vu 10 000 gouttes, bien 20 000 gouttes de sa vie, se voit un beau jour recevoir 10 000 gouttes ou 20 000 gouttes pour un enfant, et puis en plus qu'on va aider son enfant, donc naïveté impose. La première chose à faire, c'est de dire oui, bien entendu. Et puis voilà comment on recrute ces enfants-là. Donc ça, c'est la région dans laquelle moi j'ai travaillé. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans une période assez longue. Et donc, on a dû investiguer, on a dû peut-être faire des travaux de, un petit peu, comment dire, comme j'ai dit tantôt, undercover, pour pouvoir dépister, localiser, et puis bien entendu, et mettre ces gens-là sous les verrous. Donc, les parents ne sont quasiment pas au courant, ne sont pas vraiment informés. Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que ces demandes, elles sont dans le pays même ou ces demandes, elles viennent de l'étranger? Est-ce que tu as une information? Ce qui arrive, c'est que ce sont des demandes qui viennent de l'étranger et on envoie des agents sur le terrain et ces agents-là utilisent d'autres agents haïtiens pour faire le sale boulot. Et donc, il y a des choses que je vais malheureusement pas pouvoir dire ici parce que ce sont des activités que j'ai personnellement entrepris et qui m'ont exposé d'une certaine manière parce qu'il y a vraiment une grosse somme d'argent investie dans ces activités-là. Donc, lorsqu'on a eu à démanteler certains secteurs de fausses orphelinats, donc ça a dû certainement affecter le business qui était établi. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Donc, on a pu démanteler un réseau et malheureusement, on a pu comprendre qu'il y a eu et plusieurs autres réseaux qui fonctionnaient dans d'autres régions du territoire. Tu comprends? Oui, c'est vrai que la majorité, ils sont tous masqués à travers soit une infoornina, tous ces genres de choses là qui mettent en place et c'est très bien masqué et du coup on a du mal réellement à avoir l'œil dessus en fait. Mais, Oui, bien entendu. Et Sean, il paraît que Sean s'y connaît un petit peu et parce que les informations qu'il donne là, c'est vraiment substantiel. On allait demander à Sean s'il peut nous dire ce qu'il en sait, parce que je vois ses petits commentaires depuis tout à l'heure, pour voir ce que tu en sais Disons que je suis quelqu'un de curieux et que la condition des enfants est quelque chose qui me touche beaucoup. Et de par mes recherches, comment vous dire, ma recherche de base, c'est sur le trafic des enfants et l'abus qui peut en découler. Et j'ai appris que en temps de guerre, dans les zones où il y a beaucoup d'instabilité politique,
c'est les terrains fertiles et propices pour que toutes sortes de trafics en tout genre se mettent en place, surtout au niveau, surtout autour des enfants. Mais ce dont moi je te parle, c'est de l'ordre de la pédophilie organisée. Euh, voilà, les enfants sont pris par pack dans des orphelinats ou des enfants désœuvrés, laissés, livrés à eux-mêmes, et on les vend au plus offrant. Et la personne, l'agent dont je parle a réussi à sauver des centaines d'enfants grâce au père initialement, mais le père n'a même pas pu retrouver sa fille jusqu'à présent. Donc il a sauvé tout plein d'enfants de ce genre de conditions et de situations, mais lui, il n'a pas encore retrouvé sa fille. Et ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est il continue le combat. Ne serait-ce que, non seulement pour retrouver sa fille, mais aussi pour les autres enfants, parce qu'il se rend bien compte que ça ne touche pas que son enfant à lui. Et il faut que vous compreniez que ce genre de trafic-là, c'est pas juste lié à Haïti. Haïti est un des plus gros réservoirs de fourniture dans ce genre de choses. Mais il y a tout plein de pays où les situations sont instables ou en guerre où ça se passe comme ça. Hein. En Ukraine, c'est pareil. Il y a beaucoup de disparitions d'enfants. Voilà. Dans des pays comme le Congo, même en Palestine. Hein. C'est un truc vraiment international. Il y a des prédateurs qui ont de l'argent et qui sont prêts à mettre les moyens pour satisfaire leur désir. Voilà. Donc c'est réel, on n'en parle pas parce que c'est vraiment quelque chose d'international et de scabreux. Même des gens, potentiellement des gens connus à travers le monde seraient même liés. Dites-vous que c'est un scandale vraiment grave. Si vous faites des recherches là-dessus, franchement, ayez le cœur bien accroché, sinon vous allez perdre foi en l'humanité. Je vous le dis tout de suite. Donc, tout ceci, je pense que c'est pour dire que ce phénomène reste avec à toute une panoplie de ramifications liées autour et qui la nourrit et qui la maintient active. C'est pas seulement par rapport à l'agressivité ou la violence financière, c'est pas seulement par rapport à la pauvreté, mais c'est aussi il y a une ramification politique, il y a une ramification économique là-dedans aussi. Donc c'est un secteur, lorsqu'on s'engage là-dedans, il faut vraiment savoir où se mettre les pieds parce que on peut sans s'en rendre compte faire face à des bourreaux, à des mains cachées qui ont des intérêts vraiment imposants dans ce domaine-là. Donc, il faut vraiment savoir exactement où se situer lorsqu'on parle de domesticité ou de rester avec en Haïti. Et si on veut vraiment faire un travail peut-être uniquement humanitaire, on reste simplement dans le cadre du travail humanitaire et ne pas s'engager dans d'autres formes de ramifications qui pourraient être liées à ce phénomène de rester avec ou de domesticité en Haïti. Parce que c'est énorme, il y a beaucoup de racines qui sont liées avec et qui pourraient certainement nous exposer. Nous, on s'engage tout simplement dans l'assistance et dans le soutien à travers l'écolage, à travers les soins sanitaires, tout simplement pour l'instant. Donc d'autres choses qui sont un peu plus, plus délicats, on ne sait pas encore, mais c'est pas vraiment notre point de repère. Mais il faut être vraiment prudent dans ce secteur-là. Vous voyez, j'ai tapé sur Google le secteur qui ramène le plus d'argent. Là, c'est le trafic de drogue. 2, trafic migrant. 3, trafic d'êtres humains. Ensuite, on a le blanchiment d'argent, les armes à feu, tout ce qui est contrefait et les espèces animaux sauvages. En premier, parce que les chiffres sont biaisés, c'est le trafic d'êtres humains. Ouais, je pense aussi. Parce que si on cumule trafic d'êtres humains et trafic migrants... Non, parce qu'ils ont dissocié. Ils ont dissocié trafic de migrants
Tu vois? Parce que si on Parce cumule de que, tout ce qui concerne l'humain, regarde, c'est sûr que c'est un premier. sur le trafic d'êtres humains, il y a l'abus, il y a la vente d'organes, il y a la mise en servitude. Tu vois, Il y a la prostitution aussi, la il y a la prostitution Ouais. juvénile. prostitution, voilà, tu Eux, ils vois. ont dissocié par catégorie, Voilà. mais si tu Yeah. Mais regroupes, c'est c'est le plus sûr, gros c'est fléau l'humain. et c'est le Ouais. business qui rapporte le plus d'argent et c'est même l'un des plus édulcorés. Mhm. Vous auriez, l'argent généré fait peur. C'est Mais là, je monstre. vois, je te mets sur j'ai pris le premier truc qui j'ai trouvé, hein. 870 milliards de Tout à fait. dollars, soit 1,5% du PIB des pays concernés, en moyenne. Ça Et, date, hein. et tu vois Je pourquoi pense je que maintenant, on parlais peut tout à multiplier l'heure par 2 ou de... par 3. Et ça, c'était en 2009, il y avait moins de guerre à ce moment-là. Tu vois pourquoi tout à l'heure, Nivlo, je m'étais accentué un petit peu plus sur les petites filles. C'est parce que ça fait aussi partie du business, la prostitution juvénile. Donc c'est un aspect vraiment intéressant parce que on les utilise dans plusieurs secteurs. Mais cette même forme de trafic, de vente ou bien de reste avec aussi est aussi orientée vers la prostitution juvénile. Tu vois, donc la plupart du temps, on retrouve énormément de petites filles qui ont été données en rester avec, mais qui sont en réalité orientées vers la prostitution juvénile. Depuis, bien entendu, que c'est comme ça, on retrouve des enfants, tout comme la fillette dont je t'ai parlé dans mon histoire tout à l'heure, que j'ai réinséré, j'ai ramené chez ses parents avec 7 mois de grossesse. Tu vois, et c'était une fillette de 15 ans. Donc maintenant, probablement, là, cet enfant-là doit avoir autour de peut-être de cette Mais tu date-là. sais, en Mhm. préparant le live la dernière fois, j'étais tombée sur une vidéo d'une jeune fille. Elle a été abusée par tous les hommes du foyer où elle était restée avec. La dame, elle avait 5 garçons et un mari. Elle était tombée enceinte et elle ne sait pas c'est qui le père. Donc c'est potentiellement l'un de ces 6 hommes, le père de son enfant. Mais comme Oui. tous abusent régulièrement d'elle, ben, elle est juste enceinte. Et quand elle tombe enceinte, ils l'ont foutue dehors du domicile. Quand elle est tombée enceinte, on l'a mis à la porte avec sa grossesse qui venait d'un d'entre eux. Et Oh là là, c'est la dame ouais. même. C'est la dame même, hein, la mère même du foyer qui a vu qu'elle était enceinte. Elle savait même pas qu'elle était enceinte. C'est la dame du foyer qui a suspecté qu'elle était enceinte, qui l'a mis dehors. Et elle-même, elle a dit que elle n'a pas de relation d'intime avec d'hommes. C'est seulement les 5 hommes dans cette famille-là qui abusent d'elle régulièrement. Donc le fait qu'elle soit enceinte, c'est forcément l'un d'eux. Et la maman l'a mis à la porte. Oui, la dame l'a mis à la porte. La dame où elle était restée avec, elle est en gros ou grosse, Oui. foutée dehors, quoi. Tous ces cas-là, ce sont des cas, comment dire, typiques. Ce ne sont pas des cas isolés. Ah non, 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 général. voilà. C'est des choses assez fréquentes, assez régulières dans notre société et qui affectent profondément, qui affectent profondément notre société parce que ce sont des gens qui, bien entendu, vont se retrouver dans la rue à quémander et peut-être à la recherche de vie meilleure, vont trouver d'autres hommes avec des propositions et puis qui vont aussi certainement leur donner d'autres enfants et puis ainsi de suite. Et voilà, le système se reproduit donc d'un enfant à 2 enfants à 3 enfants, puis voilà, on va Ben, retrouver. il y a les jeunes filles dont des hommes vont leur dire oui, j'ai besoin d'une femme pour m'aider à mon domicile. Comme je sais que tu es maltraité là où tu es, chez moi ça va être mieux. Ben, en fait, le monsieur chez lui, en fait, le mec, en fait, c'est un proxénète. Oui, c'est ça. La fille, elle se retrouve à faire de la prostitution chez cette personne. C'est un proxénète. Pour Ça veut dire- recruter, en fait, ils vont recruter les jeunes filles qui sont dans des foyers en tant que reste avec. Voilà leur lieu de recrutement. Et ces filles-là, tu les repères facilement, hein, les reste avec. Hein. C'est pas compliqué à les repérer dans la rue, sur les marchés. C'est très facile de les repérer. Bien sûr, parce qu'elles sont vulnérables. Elles sont vulnérables parce que déjà, il y a cette atmosphère de peur qui est créée chez cette jeune fille parce que déjà, elle n'a pas les moyens pour répondre à ses besoins. Elle cherche des secours
Donc elle est vulnérable économiquement, financièrement. Donc elle cherche quelqu'un pour pouvoir la supporter, la soutenir. Donc de par cette peur-là et la vulnérabilité psychologique qui est créée à partir, parce que c'est pas une personne qui a été à l'école ou bien qui a été soutenue par qui a le support familial. Donc tout ça crée aussi cette forme de vulnérabilité, d'où la nécessité d'entamer. C'est l'un des aspects du programme sur lesquels je vais un peu plus accentuer pour mon programme, parce que cette forme de vulnérabilité-là, ça réengendre à nouveau le même processus de rester avec, et ça fragilise encore plus les personnes de notre société. C'est intéressant parce que on peut au moins voir à quel point, à quel niveau notre société est dégradée, est mise à risque, en péril, quoi. Voyez-vous, c'est grave. Donc, c'est une sorte de malin, on ne sait vraiment pas où toucher, pas où commencer. Il y a énormément de choses qui sont... il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain, ok? Qui se passent sur le terrain, et du coup, il faut soutenir en fait ce qui se fait déjà. Ça ne sert à rien de vouloir créer à droite, à gauche, sauf si ça n'existe pas, ben, on a besoin, il faut créer. Mais si c'est accompagner les enfants, il y a des dizaines d'associations qui existent, qui ont besoin d'écoulement physique, qui ont besoin du temps, qui ont besoin de l'argent, qui ont besoin de dons, qui ont besoin de la promotion. Vous n'avez pas les moyens, mais quand l'association poste un truc, essayez de relayer, mettez-les sur votre statut WhatsApp, mettez-les sur votre statut, je sais pas moi, TikTok, Instagram, Facebook, whatever, peu importe où vous êtes. Ça vous coûte rien. Vous cliquez juste sur republier, ajouter en story. Peut-être dans vos contacts, quelqu'un qui est plus nanti que vous peut dire, ah ben c'est intéressant. Et l'effet que ce soit vous qui le partagez, ça peut rassurer l'autre personne et intervenir et participer et truc. C'est vraiment le but. En tout cas, j'espère vraiment qu'on arrivera à ce niveau-là et à se dire qu'on puisse être ces espèces de personnes qui vont connecter toutes ces maillons de toutes les chaînes que nous avons là qui sont dispersées pour au final qu'on puisse en... Oui, excuse-moi. Oui. Alors, je tiens à dire que c'est intéressant ce que tu dis là, ma chère, parce que je pense que certaines personnes se demandent vraiment comment aider, comment porter leur aide, comment porter leur soutien. Et certaines personnes pourraient ne pas être à même de financièrement assister, mais seulement le fait de partager, de reproduire, de régénérer les informations, ça facilite énormément. Et surtout lorsqu'on sait déjà qu'on a affaire avec des personnes qui font un travail sérieux, un travail intéressant et constant dans la société. Et donc, le fait de partager et de communiquer ces informations-là et de les reposter sur vos pages, donc ça facilite énormément l'échange de communication. Tu vois, Nivlo, je faisais le travail à un certain moment juste pour créer cette atmosphère de confiance chez nos collaborateurs, les gens qui voulaient investir. J'ai essayé, et ce qui a marché extrêmement bien, à travers mon organisation, d'établir un contact direct entre nos fournisseurs, nos collaborateurs et les parents directement. Ça veut dire que à travers nous, quelqu'un pourrait choisir à travers nous d'aider un parent, d'aider ou de nous assister de nous aider à assister certaines personnes au niveau de l'écolage de leurs enfants en Haïti. Je leur permettait d'entrer directement en contact ou bien avec l'école ou bien avec les parents de ces enfants-là. Donc, ces personnes-là pourraient vérifier directement là si son argent, si son investissement est arrivé à terme. Donc, ça a vraiment pu créer une atmosphère de confiance et de support, de soutien entre nous et nos collaborateurs. Je pense que c'est une démarche qui a vraiment servi et on va vraiment continuer sur cette lancée-là. C'est intéressant parce que donc on a vraiment besoin, toutes ces personnes-là qui sont sensibilisées, qui sont intéressées à changer la condition de vie de nos compatriotes en Haïti, je les invite vivement
à garder contact avec moi, garder contact avec notre sœur Nivelor qui fait un travail extraordinaire et de peut-être mettre la main à la pâte en échangeant des informations, en partageant nos lives, vraiment en investiguant directement sur ce que nous faisons. Et les informations, ça circule et comme il l'a dit tantôt, et c'est difficile de voir vraiment qui sont les vrais, qui sont les mauvais, mais si on s'y donne, on s'y adonne vraiment, on va pouvoir identifier les vrais, tirer les vrais des faux et pouvoir échanger les informations. Attends. Majesté, il y a un frère qui est sous le panel. Voilà la personne, tout le crédit est pour lui. Voilà la personne qui est derrière, reste avec. Majesté, ça cap fait. Est-ce que tu as 2 minutes pour monter? Voilà la personne, l'élément déclencheur des épisodes des enfants restent avec. C'est un frère à Haïti qui... on avait parlé ça très rapidement, le sujet. Et comme toi, Boussuk, il est sur le terrain, il vit les choses, il voit les choses. Et qui nous a sensibilisés sur le sujet. Et je lui ai promis, j'allais en parler. Ça fait longtemps pas, ouais, Majesté, hein. Il a rarement le réseau, le bled oblige. Ah, je vais bien. Ah, tu sais, non. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ah, je vais bien. Tu sais, on est là, et pour toi? Et Ça bonsoir va, les autres ça personnes va. qui sont sur le panel. Je te voyais plus, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc c'est pour ça que je t'ai envoyé à plusieurs reprises le live. Donc voilà, c'est pour ça. J'avais pris une petite pause tout petit. J'avais des petites choses que je devais régler, donc c'est pour ça que tu n'avais pas trop vu sur les lives. Mais je suis toujours là. Et j'apprécie le travail que tu fais parce que tu sais, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et j'ai vu que tu as pris ça toi aussi à cœur, donc ça me fait du bien. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as écouté depuis le début les intervenants. On a Léi qui est là, qui est en train de faire un très gros travail sur lui au sein de sa famille. Ce sont des personnes qui ont vécu la situation, hein, des enfants maltraitance, enfants restés avec, tout ça. Donc voilà, donc je sais pas si tu as suivi et écouté les points qu'ils ont soulevés. Je sais que nous, on a déjà eu des échanges là-dessus et que voilà, il y a des choses qui restent entre nous et que je publie pas. Mais je voulais savoir si tu as écouté ces points et qu'est-ce que toi tu en penses du fait que toi tu es sur le terrain et ces deux personnes qui ont témoigné, Sean et Lay. Sean, comment dirais ils ne sont pas... Sean est en France et Lay l'a vécu en Guyane, donc Guyane française. Et toi qui es à Haïti sur le... Voilà, je sais... T'es encore à Haïti, il me semble. Hein, je sais pas si t'es parti entre-temps. Mais là-bas, de ce que tu vois... Voilà, de ce que tu vois, de ce que tu constates... déjà, comment tu vas? Est-ce que tu es en sécurité? J'aurais dû commencer par là. Désolé. Tout va bien. Je suis en sécurité. Et j'ai pas pu entendre le commencement parce que je viens à peine d'arriver, donc je n'avais pas trop entendu leur discours, donc je sais pas trop de ce qu'ils ont parlé. Mais comme tu dis, donc, je vais bien, je suis dans mon pays, tout va bien de mon côté. Seulement, je constatais, c'est tout. D'accord. Donc toi, t'as pas eu à être déplacé ces derniers temps? Ta zone, ça va? Ça se passe bien? Non, j'ai eu des proches qui ont eu à le faire, mais moi, j'ai pas, ça fait un bon bout de temps que je suis pas à la capitale. Ok. Donc, je suis pas à la capitale. Donc, si j'étais à la capitale, j'allais peut-être avoir ces problèmes, mais non, j'ai eu des proches, oui, mais pas moi. Ok. En fait, ce sont des épisodes des enfants restent avec. On discutait, Majesté nous expliquait aussi la situation des jeunes, certains jeunes qu'il a côtoyés, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations très très difficiles, lieu à tous les problèmes qu'Haïti a connus, qu'on connaît, hein, qu'on parle depuis tout à l'heure, et y compris des jeunes filles, les sévices qu'elles ont pu vivre, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il fait partie des premières personnes, pour ne pas dire la première personne avec qui j'ai abordé ce sujet, parce que pour moi c'est intéressant d'entendre les gens qui sont là-bas. Nous on y va, on revient, mais au quotidien, voir ces personnes-là évoluer autour de nous en étant dans cette situation-là, ce n'est pas la même chose. Et il fait partie de cette jeunesse dont on parle depuis le début. Hein. Vous ici, vous êtes tous parents, lui il ne l'est pas encore. Donc lui il sensibilise déjà les gens sur ça, vous voyez, c'est vraiment ça, je vous dis, le but c'est vraiment qu'on ait des personnes comme Majesté
s'il constate quelqu'un qui fait ce type d'action, ben, il restera pas les yeux fermés parce que il sait ce que c'est et il est sur le terrain. Donc c'est vraiment ces genres de profils que malheureusement qui ne sont pas protégés chez nous. Il y a personne pour les protéger. C'est une jeunesse entre guillemets gâchée par rapport à la situation du pays qui vit des situations qu'un humain ne devrait pas vivre. Et malheureusement, nous, si on arrive à en parler aujourd'hui, comme je le dis souvent sur des lives de mes frères panafricains, c'est que nous, on a nos repas, on a Internet, on est en sécurité. Qui fait qu'on peut se poser pendant 4-5 heures pour réfléchir, pour analyser, comprendre notre société. Mais les personnes qui sont sur place, difficulté se loger, se nourrir, se vêtir, ce n'est pas la même chose. Donc c'est vraiment, il faut vraiment qu'on prenne ça en compte parce que c'est les temps, j'ai entendu beaucoup de lives des gens, oui, mais les Haïtiens, vous êtes où? Les Haïtiens, vous faites quoi, etc., etc. Souvent, nos lives sont en créole, du coup, les gens ne nous comprennent pas. Donc c'est compliqué aussi. Mais les Haïtiens bossent. Franchement, je pense pas qu'il y ait un peuple qui bosse plus que nous. Les Haïtiens bossent. Même sous les tirs, les Haïtiens bossent sur tous les fronts. En tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Bah, vous m'écoutez? Oui, oui. Oui, bon, comme je le dis toujours, donc ça, les choses sont comme toujours, comme elles ont toujours été, seulement, ça s'empire. D'ailleurs, quand on voit, il y a beaucoup, il y a énormément de jeunes gens, des enfants, qui subissent toutes formes de maltraitance. Mais il y a aussi quelque chose qui est encore plus inquiétant avec notre jeunesse, c'est parce que beaucoup de ces enfants-là, le plus souvent, ils n'ont pas d'autre choix que il y a aussi les gangs armés aujourd'hui qui sont en train de les recruter. Et ça, c'est encore beaucoup plus dangereux parce que quand on voit, il y a énormément de ces jeunes gens qui sont livrés à eux-mêmes depuis leur très jeune âge. Et on voit aujourd'hui que ces jeunes gens, malheureusement, qu'ils ont entre 12, 13, 14 ans, ou même parfois beaucoup plus petits, tu vois, et parfois, quand ils n'ont pas de repères, parfois ils sont obligés s'ils fuient de là où ils sont, ils n'ont pas d'autre choix que de se retrouver dans des gangs armés. Et c'est encore c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour notre société. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on doit peser sur la sonnette d'alarme. Parce que à un certain âge, certains enfants ne doivent pas être spectateurs, ni être comme si l'auteur de certains actes de violence. Vous comprenez? Et déjà, quand un enfant grandit, déjà, on l'a habitué à le traiter inhumainement. Il s'est subi toute forme de sévices, tout et tout. Et maintenant, cet enfant qui fuit le lieu où il vivait, maintenant se retrouve dans des gangs. Et ça, il devient beaucoup plus dangereux, encore beaucoup plus dangereux pour la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à sonner sur la sonnette d'alarme, vraiment pour cela. Vous comprenez? Donc, tous ces enfants, ils doivent avoir un soutien, ils doivent avoir des personnes qui leur assistent, qui leur écoutent, qui leur parlent. Parce que si on fait rien, si on pense pas à eux, d'ici 10 ans, la situation pourrait être beaucoup plus compliquée en Haïti avec eux. Parce que eux, ce sont de véritables bombes à retardement. Ils grandissent avec beaucoup de frustration, beaucoup de douleurs qui sont enfuies entre eux. Et quand ils vont dégager ça sous forme de violence, la République ne pourra pas le supporter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc ça que je suis vraiment content avec ce genre de live que vous faites, qui continue à sensibiliser les gens et certains d'entre vous, je suis sûr que vous allez commencer à parler de comment vous allez vous organiser, créer des associations pour leur venir en aide. Parce qu'il faut que vous les veniez en aide. Ces enfants ont besoin d'aide. Merci, Majesté, merci. Donc voilà, encore une fois, hein, il a tout dit. Il a résumé nos 5 heures de live en quelques phrases. Et voilà la situation actuelle, voilà ce qui se passe. Oui, Donan, je t'écoute. Ok, bon, pour conclure et descendre, oui. C'est pour dire que oui, ce sont des problèmes qui doivent ou bien qui arrivent lorsque la société est mal organisée. Et nous savons que l'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre communauté, c'est ce manque d'organisation qui est voulu et qui crée tous ces problèmes. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire au-delà d'en parler? Parce que il faut en parler pour que les gens soient conscients. Il faut aussi en parler pour que la communauté noire sur toute la planète puisse comprendre que les problèmes qu'ils rencontrent chez eux, il y a aussi d'autres personnes qui rencontrent les mêmes
Donc, comme je le disais, Malcolm X, il a très bien résumé la chose que on ne voit le monde et le monde est plus grand que lorsque on prend le temps d'analyser aussi les problèmes des autres. Et de toute façon, il faut continuer parce que et je citerai aussi Garvey, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Donc, il faut le faire et le faire avec ses moyens au départ, en parler et d'autres vont donner aussi de la force. Merci beaucoup, Nivela. Merci à vous tous. On va continuer à en parler pour trouver des gens qui sont vraiment sensibilisés à poser des actions, à vraiment atterrir avec des programmes d'assistance et de façon à pouvoir vraiment réorienter notre société à une vie meilleure. Nèg vle fen konnen soleil c'est bon Dieu, mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré, yon bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté. Tendez. Femme tiron profil en travail là, chef maître yo, l'encosement idéologique yo, chef frème yo. Nous en l'air, honnêtement voxé, nous placer pour la misère. Au moins un bagay va changer. Nous ministres, c'est vrai d'étudier pour ça, non écrasième cause nationale, yo font bagay avec ça. Littérature longtemps t'es qu'à servir. Kounye amta, pi quoi c'est la pratique vraie. Nous pas besoin fâcher, nous fout enragé. Wow, wow, wow. L'ami tan yon chankan boy kwe. En Dominicani, des Haïtiens chita l'ont battu, pied à terre d'autonie.